Allez, top chrono dans Smart Tech. On va débattre de 4 actus. On n'aura que 5 minutes pour en parler à chaque fois, pour chaque news. Mes débatteurs aujourd'hui, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, expert en politique numérique, du côté de la France comme des États-Unis d'ailleurs, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, disrupteur opérationnel, on peut le dire. Et restez avec nous, Véronique Sobo, directrice générale de Simplon. Vous pouvez évidemment participer à nos débats. Alors, premier sujet à la une du débrief actu, c'est Horizon Worlds qui arrive en France, qui est arrivé, ça y est. Alors, j'ai envie de vous poser la question, so what, quoi? Et alors, est-ce qu'on passe son chemin, on s'en fiche ou pas? On prend le temps de découvrir un truc qui sera probablement opérationnel dans une petite dizaine d'années. Si on veut dire même de Zuckerberg qui dit dans 2030, ça marchera bien. Et c'est plutôt très positif. On co-construit avec les utilisateurs, les gens qui vont développer. Donc c'est très bien de voir que la France fait partie du labo mondial des métavers. Ok, ça reste une boîte américaine et donc faut pas n'importe laquelle. Et pas n'importe laquelle, parce qu'effectivement, les inquiétudes que l'on a sur le métaverse pour l'avenir, c'est effectivement, y aura-t-il une structure leader qui va fédérer effectivement l'ensemble, ce que souhaite évidemment chacun des grands acteurs, pas que Meta, mais aussi Apple, mais aussi effectivement Amazon et d'autres. Tous sont en train, et Google bien sûr, tous sont en train effectivement de participer. La question c'est, est-ce que cette gouvernance unique ne risque pas de reproduire ce qu'on a connu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire effectivement les dérives, des problèmes effectivement de contenu. Maintenant on parle de problèmes de manipulation et de désinformation dans le métaverse. Il y a eu un article magnifique dans le Washington Post là-dessus il y a quelques jours. Par définition, je veux dire, vous rappeliez à l'instant qu'il faut que ce soit ouvert, et c'était le vœu qu'évoquait Zuckerberg dans sa très très longue présentation, 90 minutes, ce qu'on ne voit quasiment jamais dans ces métiers, mais on peut avoir de légitimes doutes sur le caractère d'ouverture, d'interopérabilité, de portabilité, effectivement des solutions qui seront développées. Et peut-être qu'il y aura quand même cette ouverture, parce que l'ambition finalement c'est de devenir une plateforme dans laquelle Meta va pouvoir absorber de nombreuses technologies, de nombreux services. Donc les signes d'ouverture ne veulent pas forcément dire non plus que ce sera ouvert au sens business du terme. La question c'est que ce soit ouvert au sens technologique. On peut créer un écosystème, voilà. Oui. Au sens technologique, mais ça ne veut pas dire que le business ne sera pas refermé, en revanche, autour de la grande maison Meta. Ce qui est le vrai problème. Ouais, j'aimerais bien que les régulateurs s'en emparent maintenant. Au moment où c'est encore un bac à sable, plutôt que le régulateur arrive un peu tard, si pendant le bac à sable on regarde bien ce qui se passe, effectivement on ouvre le côté business. Le terme bac à sable est bien choisi, puisque un des univers en question, c'est justement Sandbox, pour justement... Oui. Le français, The Sandbox. Exactement, pour justement préparer les esprits. Mais je rejoins effectivement l'idée qu'il faut, à défaut de réguler de façon forte ce que les Américains craignent par-dessus tout, ils ne cessent effectivement d'être inquiets. Pour ça d'ailleurs que ces sociétés essayent de faire bonne figure justement en ce moment en termes de régulation, de contenu, etc. Mais effectivement, on l'a vu trop souvent, très souvent, ces technologies sont régulées beaucoup trop tard. Et on l'a vu pour les réseaux sociaux, on l'a vu effectivement pour les moteurs de recherche, ce qui pose des problèmes infinis. Et pour l'instant, alors, je ne suis pas sûre que ça fasse vraiment rêver les internautes aujourd'hui, le métavers, parce que déjà, les premières images d'Horizon Worlds en France, ça a été un flop, on peut le dire. Ils ont dû revoir un peu leur graphisme. C'est un lot de déception permanente. N'oublions pas qu'Oculus a été racheté par Facebook il y a 8 ans. Et je rappellerai, pour ceux qui ne savent pas, que le dévissage boursier de Meta, à l'époque ça s'appelait encore Facebook, en février dernier, était justement aussi lié à cette réorientation autour du métaverse, parce que c'est trop tôt. Monsieur disait à l'instant, ça sera bien dans 10 ans. 10 ans à l'échelle de nos technologies, c'est immense. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut continuer. C'est l'évolution évidente. La question, c'est, y aura-t-il un ou plusieurs acteurs? Est-ce que ce sera une strate un peu comme le web, ouverte, interopérable, gratuite? N'oublions pas, les technologies fondamentales de l'Internet, TCP/IP, le web, ne sont pas brevetées pour que tout le monde les utilise. Tandis que là, on voit bien que ce n'est pas du tout le chemin que ça prend. En même temps, un web très ouvert fait que vous avez un moteur de recherche qui fait 80% des... Absolument. On a eu des plateformes qui sont devenus de nouveau des systèmes de centralisation. Mais la technologie fondamentale, elle, reste ouverte. Et c'est vrai, effectivement, que si les prochaines évolutions de l'Internet devaient se refermer, se propriétariser, comme on dit dans nos métiers, là, effectivement, on change de perspective avec 2, 3, ce qu'on disait tout à l'heure, 2, 3, 4 métavers, comme il y aurait pu y avoir 2, 3, 4 web si Sir Tim Berners-Lee n'avait pas
offert au monde sa technologie. D'où l'importance quand même de s'emparer de ces technos et notamment à travers des formations. On enchaîne avec notre deuxième actualité. C'est cet accord trouvé justement entre Facebook, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, et Cambridge Analytica. Alors est-ce que vous dites là, attendez, on est carrément dans un scandale dans l'affaire, quoi, cet accord? La vraie question, c'est qu'on ne connaît pas les chiffres encore. On sait qu'il y a eu le montant du chèque, oui. D'accord. Voilà, on sait que ce sera de toute manière dérisoire par rapport à l'ampleur qu'a eu cette affaire, ampleur géopolitique de niveau mondial, puisqu'on a vu effectivement l'intrusion dans une campagne d'une puissance, l'ingérence, pas l'intrusion, l'ingérence dans une campagne d'une puissance étrangère, aidée en cela par, dans le meilleur des cas, les trous dans la raquette, dans le pire des cas, la complaisance des acteurs effectivement comme Facebook, qui ont laissé effectivement des dizaines de millions de profils être aspirés de manière à créer des pubs politiques ciblées. Et c'est effectivement ce qui a fait basculer, je dirais, on parlait tout à l'heure de la régulation des plateformes et de la nécessité de régulation, c'est ce qui a fait basculer et l'Europe et le monde dans l'idée effectivement que le statu quo n'était plus tenable. Il fallait qu'à nouveau le politique se réempare et se saisisse la démocratie, de plus encore que le politique. Il y a un très beau discours de Barack Obama là-dessus. C'est la démocratie qui est en jeu face à ces pouvoirs-là. Il faut que le contrôle des technologies qui déterminent notre futur soit entre les mains des citoyens, ce qui n'était pas le cas. Ce qu'a dit très bien la présidente de la Commission européenne, elle a dit les décisions qui orientent l'avenir de nos démocraties ne peuvent pas être prises dans de lointains conseils d'administration sur la côte ouest californienne. Par définition, il faut que les citoyens participent. Après, Bernard, vous parliez du montant du chèque signé par Mark Zuckerberg pour éviter ce procès dont on ne connaît pas donc ce montant. Est-ce que c'est le plus important? Parce que finalement, ce procès, il nous aurait peut-être permis aussi de comprendre, d'y voir un petit peu plus clair sur les responsabilités de chacun. Alors, moi, à moins qu'on ait déjà tout dit, parce que c'est vrai que ça date de 2018 et qu'on a déjà pas mal enquêté. Il y a eu Frances Haugen depuis. Il y a eu la whistleblower, la lanceuse d'alerte Frances Haugen qui a participé aux travaux du... Ils ont mis en place pas mal de règles, justement. Ils ont imposé des règles à Facebook pour essayer de rendre les choses un peu plus visibles, un peu plus transparentes et éviter que tout le pouvoir se détune dans les mains d'un seul homme qui fait ce qu'il veut sans rendre compte à personne. Parce que c'est quand même ça, Facebook. C'est une société on l'a vu avec Trump. Trump a été déplatformisé sur la volonté expresse du président. Là où il y avait un conseil, une sorte de cour suprême de Facebook qui avait été mise en place, qui a été absolument hors du jeu. Les décisions critiques, et ô combien critiques, déplatformiser un président en exercice, c'était vraiment un exercice particulier, ont été prises par le fondateur et actionnaire majoritaire toujours de Facebook. Donc par définition, il y a un moment où on doit se rendre compte effectivement que ce pouvoir-là, et lui-même en a parlé récemment dans un podcast qui était très intéressant, il dit « Moi j'ai fait cette plateforme pour faire une grande plateforme technique, pas pour gérer les contenus de milliards de personnes. » Et il disait « Moi quelque part, en gros ça m'embête. » Oui, mais bon, là, on peut aussi accepter qu'ils se sentent dépassés. Exactement. C'est qu'à un moment donné, ça fait partie de l'exercice. Oui. Ce qui est quand même dommage, c'est que ça aurait été l'occasion, parce que c'est un recours collectif pour mauvaise gestion des données personnelles, ça aurait quand même été l'occasion de remettre encore ce sujet sur la place publique, que les citoyens se réemparent de ce sujet. C'est vrai, parce qu'effectivement, l'argent ne peut pas être la bonne réponse. Absolument. Jamais. Ils gagnent trop d'argent, c'est pas à l'échelle. Enfin, si on dit que ça a changé l'élection américaine, ça n'a pas de valeur. À la marge, oui. À la marge, oui. 90 000 voix qui ont été déterminantes dans le scrutin. 0,003% des voix exprimées. On peut très bien imaginer que Cambridge Analytica, ça a contribué à ça. Ah oui, clairement. Clairement. Ça n'a pas changé le cours de l'histoire politique aux États-Unis, pour autant, de savoir que l'équipe de Trump s'était emparée de ces données pour essayer d'influencer les électeurs. Ça a changé dans la mesure où on a eu un Trump président. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, après... Ça a changé. Ça a changé. Mais là, à l'époque, on ne le savait pas, mais une fois qu'on l'a su, ça n'a pas changé la situation et les soutiens derrière l'équipe de Donald Trump. Des démocrates, avec lesquels nous discutons souvent, qui ont compris que le statu quo, et ils ont nommé d'ailleurs 2 personnes remarquables, ils ont nommé Lina Khan à la très puissante Federal Trade Commission, donc l'organisme de régulation de la concurrence, et ils ont nommé le non moins remarquable Tim Wu, conseiller auprès de Biden, qui était l'ancien adjoint du procureur de New York sur les big tech. Donc, par définition, on sent bien que le mouvement existe. Et maintenant, une chose qui n'existait pas, ce que disaient les sénateurs, une régulation sur les données personnelles, maintenant, c'est clairement sur la table. Là où auparavant, on disait, les Américains disaient, nous n'allons pas devenir des Européens, nous n'allons pas créer un texte énorme. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait pu être aussi une arme politique en ce moment, pour la politique intérieure aux États-Unis, aussi, ce procès. Tout le monde est armé par rapport à ça. C'est-à-dire que tout le monde réagit et prévoit en anticipation par rapport à ça.
Il a fallu une élection américaine et un président élu, on ne sait pas si c'est manipulé ou pas, quoi. On enchaîne. Ah oui, alors un mot. Véronique Saubot. Moi, je suis assez confiante sur la capacité des citoyens, justement, et des démocraties à reprendre le contrôle sur des grands acteurs comme ça. Il y a un moment, quand même, la démocratie est souveraine. D'ailleurs, on l'a vu, Zuckerberg a quand même rendu des comptes auprès du Congrès. Et de toute façon, toute cette manne, on va dire, strictement américaine, dans un rapport géostratégique avec d'autres acteurs du monde, c'est un élément clé de la démocratie américaine. Donc, je pense qu'au bout du compte, alors l'Europe doit effectivement faire très attention, essayer de défendre quand même un peu ses droits, mais je suis personnellement pas très inquiète sur le fait qu'on perde. Bon, on enchaîne avec la troisième actu, c'est Doctolib, plateforme française, qui peut-être se retrouve sous pression. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus. Il y a eu l'affaire des faux médecins. Est-ce que c'est la confiance qui commence à s'effriter, ou alors finalement c'est une crise de croissance normale? C'est le même problème. C'est le même problème. On donne à des acteurs privés, les acteurs privés s'en emparent eux-mêmes d'ailleurs, de la possibilité d'intermédier des gens qui ne dépendent pas d'eux, des indépendants. Voilà. Donc vous avez d'ailleurs chez Facebook Cambridge Analytica, vous avez un tiers qui vient manipuler des électeurs. Et là, chez Doctolib, vous avez le scandale des naturopathes avant de parler des 2 faux médecins. Les faux médecins, ça se règle assez facilement. Ils suppriment le délai de 15 jours. Il y a des chasseurs de ces naturopathes qui ont des dérives sectaires. Exactement. Non, donc il y a 2 problèmes différents. Les faux médecins, c'est de l'escroquerie, je dirais, à petite semaine, parce qu'ils profitent d'un trou dans la raquette qui est que Doctolib a dit sous pression des médecins, vous exercez tout de suite et on contrôle dans 15 jours. Ce qui était quand même gênant, de ne pas prendre le temps de vérifier la qualité du médecin avant d'autoriser les rendez-vous. Mais c'est la règle dans la plupart de ces plateformes. C'est-à-dire que par définition, elles choisissent le chemin de moindre résistance, et dès qu'elles voient effectivement une brèche, elles s'y donc ça, je dirais, le problème est cerné, tout va bien. En revanche, le problème des naturopathes et des dérives, très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, parce que, comme toujours, c'est légal, c'est pas interdit par la loi, pourquoi je serais plus censeur que le politique? C'est-à-dire qu'on passe d'une plateforme de prise de rendez-vous, un truc assez technique finalement, pratique, à les mêmes problématiques de gestion de contenu, de modération pratiquement. Oui. Doctolib se retrouve dans cette même situation que les grandes plateformes américaines. Absolument, et les mêmes problèmes causent les mêmes dérives. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'effectivement, il a été jugé que les données de rendez-vous n'étaient pas des données médicales. Or, quand on prend rendez-vous avec, au hasard, un cancérologue, c'est en général pas parce qu'on a une grippe. Donc, vous voyez, par définition, je crois qu'il faudra, dans les temps à venir, et je pense que c'est vraiment important pour les temps qui viennent, requalifier ce qu'on appelle les données sensibles, parce que au-delà des catégories classiques de la CNIL, médicale, sexuelle, politique, religieux, ethnique, je crois qu'il nous faudra effectivement comprendre que des données extraites de ces plateformes sont extraordinairement sensibles, extrêmement révélatrices sur les personnes, et qu'elles peuvent effectivement se retourner contre elles, comme on l'a vu. Le vol des données issues des données médicales, par exemple, de certains labos, de certains hôpitaux, etc., sont des choses qui se revendent extraordinairement cher. Oui. Et parfois même pour du chantage. Alors là, Bernard, vous anticipez sur le scandale suivant. Oui. Parce que de mémoire, on n'a pas encore accusé Doctolib d'aller exploiter des données de peu rendez-vous. Non, bien sûr. Là, mais sur le sujet du contenu, de l'intermédiation entre des indépendants, des gens sur qui, des indépendants avec le public, on est exactement sur le même sujet. Mais même si je vais à peine plus loin, c'est le même problème qu'avait Uber. Oui. 3000 agressions sexuelles en 2 ans aux États-Unis. Absolument. Bien sûr. Ou Didi en Chine, pareil. Didi Xingqing, ouais. Donc en fait, c'est tout le problème de l'ubérisation. L'ubérisation, c'est dire je fais travailler des actifs indépendants et je fais de la valeur dessus. Le livre, il fait travailler des actifs indépendants, tous les professionnels sans de statut, santé. sans contrat de travail, etc. Et on sait que même la Californie, la très libérale Californie, a quand même requalifié. Là, c'est pas exactement la même situation. Ce sont des gens indépendants, des actifs externes indépendants, et je les fédère d'une manière ou d'une autre et j'en fais un business. Le problème, c'est comme ils sont indépendants, tant qu'ils sont dans la légalité, on peut se dire oui, on peut y aller. Et en fait, Doctolib n'est qu'un révélateur de ces naturopathes qui existaient auparavant. Ouais. Sauf que ça leur donne un crédit, le fait d'être sur cette plateforme. C'est ça le sujet. Et donc, c'est vraiment la mission de confiance qui est très importante. On enchaîne sur notre dernière actualité. Google et la qualité des contenus, puisqu'il y a eu une mise à jour de Google Search. Moi, je m'interroge, est-ce que Google a besoin de regagner la confiance de ses utilisateurs? Parce que quand même, le moteur de recherche, ça va, c'est le plus utilisé au monde, je crois. Dans nos régions.
Dans nos régions, il y a des régions où c'est évidemment pas le cas. Aux États-Unis, d'ailleurs. Oui, ce sont des exceptions. Enfin bon. Aux États-Unis, quand on voit des publicités à la télé pour Google Search, on se dit ah bon, ils ont encore besoin de recruter des internautes. Enfin aujourd'hui, quand on va chercher sur Internet, on dit on va chercher sur Google. Ils se refont une légitimité, ils se refont une image avec cette pub. Ils disent on a toutes les réponses, c'est à vous de la choisir la bonne. C'est quand même un aveu d'échec. Oui. Je suis un moteur de recherche, je donne des réponses, mais enfin c'est vous qui choisissez la réponse, j'en ai des milliers pour vous. À quoi je sers? Il y a elle est ambiguë cette pub. Elle est très bizarre. Elle est ambiguë. Je suis d'accord. Et le communiqué de presse qu'ils ont établi justement en rappelant qu'ils font en permanence des modifications de leurs algorithmes dans ces domaines, mais c'est aussi pour dire effectivement nous allons vous envoyer plus de réponses pertinentes, plus de réponses certifiées sur par exemple les product reviews, donc les appréciations sur les avis de consommateurs, parce qu'on sait que c'est tellement entièrement trusté par des faux sites, entièrement bidonné par des agences de communication pour orienter le consommateur sans même qu'il en ait l'impression, puisqu'ils ont l'impression de voir de vrais sites d'avis de consommateurs. Et c'est aussi le problème d'ailleurs pour les grandes plateformes comme Amazon qui sont entièrement, je dirais, envahis par des avis qui sont des avis des producteurs eux-mêmes et non pas des avis des utilisateurs. Et puis il y a la question de la bulle dans laquelle on s'enferme sur ces plateformes. Alors Google avait déjà dit qu'il travaillait dessus. Là, justement, cette mise à jour, ça va lui permettre de mettre en avant des contenus différents sur un même thème, pour montrer les différentes voies, pour avoir des regards avec des angles variés sur un sujet. C'est marrant. Éviter les doublons. J'ai pas compris la même chose. La même, c'est la base est la même. On a la même source d'information parce qu'on l'a partagée. J'ai pas compris la même chose. Ok, ils améliorent leur algorithme pour éviter les doublons, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant les informations qui sont corroborées par plusieurs sites différents. Ça veut dire qu'on va vers une pensée unique quelque part. Alors moi j'ai compris qu'il allait évidemment. Aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est certifier les résultats parce qu'il s'assure que c'est une source fiable, en fait. Mais en revanche, il va essayer de présenter davantage d'informations différentes sur ce sujet. En fait, il a, sur les 10 ou 20 lignes de la première page... Tranché. Non, je rappellerai quand même qu'à la toute origine, la particularité qui a fait d'ailleurs le succès de Google, c'était que l'algorithme de ranking, comme on dit, donc classement, avait comme particularité de prendre en compte la notoriété spontanée d'une source, c'est-à-dire en clair le nombre de liens qui renvoyaient vers elle. Ce qui était très différent de ce que faisaient les autres, qui analysaient simplement le contenu des pages, qui faisaient simplement de l'analyse sémantique. Et donc effectivement, ils ont toujours été, entre guillemets, liés à l'effet de masse par rapport à un contenu. Donc que là, ils se soient rendus compte, au travers des crises récentes dont on parlait, que ça peut générer des bulles informationnelles, des replis effectivement sur des groupes qui ne pensent que de la même manière et qui n'échangent que de la même manière, par définition, ils en sont aussi conscients que ne l'est Facebook, même si Facebook a tenté de mettre la poussière sous le tapis, comme justement Frances Haugen le rappelait, mais ils sont tout aussi effectivement conscients que ce qui est en train de se profiler en termes de régulation les touchera eux en particulier, même s'ils ont magnifiquement orchestré leur communication, pour qu'ils n'apparaissent pas comme, entre guillemets, les plus toxiques. Mais par définition, ce que fait YouTube sur le classement, la promotion des vidéos les plus, entre guillemets, radicales, les plus clivantes, comme on dit maintenant, c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement sensible politiquement. Et ça, ils n'y touchent pas. Dans ce qu'ils ont dit, on fait le moteur de recherche de Google, mais on ne touche pas à YouTube. Exactement. Et effectivement, YouTube est plus toxique que Google, parce que la vidéo, c'est tellement plus... Ouais. Alors, on a fait le tour des grandes actus qu'on débat ensemble. Maintenant, on va aller très vite. Chacun une petite news qu'il a repérée. Moi, je commence avec la voiture autonome. Ça y est, en France, on va avoir le droit de conduire sans les mains. C'est autorisé à partir d'aujourd'hui même, le 1er septembre. Alors, il faut quand même que le conducteur soit capable de reprendre les manettes de sa voiture à tout moment. Ce n'est valable aussi que sur des voies rapides, c'est-à-dire où il n'y a pas de cyclistes ou de piétons. Et la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h. Mais enfin, c'est quand même un début. La news de Bernard. Je veux dire, il y en a plusieurs dans la période. Je parlais tout à l'heure de cette news sur les manipulations possibles justement dans le métavers. On se rend compte aujourd'hui effectivement que, on parlait de bulles d'information, l'information qui sera dans le métavers sera tellement personnalisée, y compris d'un point de vue politique. On pourra effectivement voir même des responsables politiques qui auront un visage plus proche de ce que vous êtes pour qu'ils vous parlent, entre guillemets, plus à vous qu'à d'autres. C'est cette perspective-là aussi qu'il nous faut essayer de maîtriser
pour que l'hyper-individualisation des contenus, ce qui est déjà une tendance depuis longtemps, ne devienne pas la fermeture de l'individu sur lui-même. Alain. Oui, je voulais juste revenir 2 minutes sur la REF. Pas 2 minutes, hein, non. 15 secondes. Oui. sur la REF qui a lieu lundi et mardi, c'est très intéressant, c'est que, moi je suis très sensible à ça. Vous avez aussi bien Elisabeth Borne que Geoffroy Roux de Bézieux qui tous les deux ont parlé de crise. Évidemment, ça on peut pas aller contre, mais en disant c'est une opportunité et c'est une opportunité pour l'innovation. Donc enfin, moi je rêve de ça depuis toujours, hein, enfin on propose de répondre aux grands enjeux du siècle par l'innovation. Et donc, une start-up, c'est là pour changer le monde. Donc, c'est une grande porte ouverte pour la vie. Bon, alors, donc, vous étiez heureux là-bas. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Véronique Saubou, j'ai pas eu le temps beaucoup de vous donner la parole parce qu'ils sont très bavards aussi. Oui. Hein. Très bavards, ces messieurs. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Simplon, mais c'est pour ça que je les adore. Ils disent des choses intéressantes. Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Vous restez tous avec moi. On passe une petite pause et juste après, on se retrouve pour parler de Wikidia.